Bonjour. Plusieurs possibilités se présentent lorsque l'on réunit un corpus écrit. On peut récupérer les documents qui constitueront le corpus déjà en format électronique, ce qui va nous faciliter les choses, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien de plus à faire. On peut récupérer des manuscrits. C'est le cas par exemple lorsque l'on constitue des corpus d'écrivains, si ce sont des écrivains d'avant les ordinateurs comme Balzac, Zola ou à Grenoble Stendhal. On a aussi des manuscrits si l'on constitue des corpus d'écrits scolaires ou des corpus de courriers papier, de lettres qui ont été envoyés par la poste. Il y a bien sûr d'autres cas de figure, mais ces deux-là vont me permettre de traiter les questions qui sont liées au premier traitement à faire sur les documents pour les transformer en un corpus que l'on va pouvoir ensuite explorer, analyser avec des outils logiciels tels que Handconc, TXM, Unitec, Nouge ou le Trammer par exemple. Pour travailler nos corpus avec ces outils, il est préférable que les textes du corpus soient dans un format texte brut. Il est compris, entre guillemets, par les outils que je viens de mentionner et c'est le seul qui est accepté par d'autres outils qui vont permettre d'enrichir nos documents avec des étiquetages et des annotations dont je parlerai ensuite. Premier cas de figure, les documents du corpus sont au format électronique. Le cas échéant, il faudra les ouvrir avec un traitement de texte pour les enregistrer au format texte brut. Cela se fait avec la commande « Enregistrer sous ». S'il s'agit de PDF, on leur fait subir un traitement spécifique pour les transformer en texte. Si les documents qui constituent le corpus sont manuscrits, il va y avoir un travail de saisie à réaliser, ce qui va conduire à des choix qui seront différents selon que les documents relèvent d'une écriture normée ou non. Ce que je veux dire par écriture normée, c'est le fait que l'orthographe soit correcte, que les phrases soient bien formées avec une ponctuation appropriée, c'est-à-dire une écriture qui respecte les normes de la langue écrite. Un écrivain ou un adulte lettré produisent ce genre d'écrit, mais pas forcément un élève de petite classe primaire, comme un élève âgé de 6 ou 7 ans, ou un adulte qui n'aurait pas été alphabétisé. Intéressons-nous d'abord au cas le plus simple, les documents manuscrits, qui respectent les normes de l'écrit. Eh bien, dans ce cas, le travail préalable à réaliser, c'est de saisir ces textes sous format informatique, donc de les taper à l'ordinateur sans les modifier. C'est un travail de saisie pour lequel on peut soit utiliser un traitement de texte, donc en enregistrant au format texte brut, soit utiliser directement un éditeur de texte, c'est-à-dire un logiciel qui, de toute façon, travaille en texte brut. Dans un cas d'écrit non normé, il s'agira bien de transcription, dans le sens où il va y avoir des décisions à prendre sur les éléments que l'on décide d'inclure dans le fichier final. Selon les recherches ultérieures auxquelles le corpus est destiné, on aura envie ou besoin de conserver la graphie originale ou au contraire d'avoir une version conforme à la norme orthographique. On voudra ou non garder trace des ratures, des modifications effectuées par le scripteur. Un projet autour des écrits scolaires, tel que Scholedit par exemple, montre qu'il n'est pas toujours si facile de savoir ce qui a été écrit par des élèves. On peut donc avoir besoin de conserver un scan du manuscrit et d'enregistrer plusieurs versions, de celle qui restera au plus près de la graphie originelle à celle qui permettra une ou plusieurs annotations avec des logiciels dédiés. Pour travailler avec un corpus en texte brut, on peut utiliser un logiciel tel que Handconc. Il permettra de chercher un mot particulier ou des mots qui suivent. Il offre de nombreuses possibilités d'exploration. Mais si on veut aller plus loin, il existe des outils automatiques permettant d'ajouter des annotations au corpus. Ce que je veux dire par annotation, c'est le fait d'ajouter des informations dans les textes du corpus lui-même. Quel genre d'informations ? Eh bien, par exemple, on peut associer à chaque mot une information sur sa catégorie grammaticale. Et on peut associer à chaque mot une forme canonique pour le représenter, ce qui permettra de le rechercher ensuite sous toutes les formes qu'il peut prendre. Imaginons que je veuille connaître toutes les utilisations du verbe « décider ». Si je dois le chercher dans un texte brut, il faudra que je fasse une recherche sur toutes les conjugaisons possibles du verbe. Mais s'il a été étiqueté avec sa forme canonique, j'aurai plus facilement accès à toutes ces occurrences puisque j'aurai un seul élément à rechercher.
Dit ainsi, cet étiquetage des catégories grammaticales a l'air assez simple, mais n'oublions pas qu'on veut le faire effectuer automatiquement par un ordinateur. Nous allons voir que se posent alors des problèmes inattendus. Et le premier est celui de la segmentation. Deux segmentations sont en jeu, le découpage du texte en phrases et le découpage en mots. On pourrait penser naïvement que pour découper un texte en phrases, il suffit de trouver les points et les majuscules. Un seul exemple montre que ça ne fonctionne pas, celui des abréviations et des noms propres. Dans une phrase comme « Monsieur Martin invite Monsieur Jean pour son anniversaire », il y a une seule phrase, mais 4 majuscules et 2 points. On ne peut donc pas vraiment s'y fier. Il faut réfléchir diverses règles pour décider de segmenter ou non. De la même manière, pour segmenter les mots que l'on va ensuite étiqueter, un choix doit être fait de regrouper ou non certaines formes. Alors, il paraît assez évident que l'on va considérer porte-plume ou d'autres mots composés comme un seul mot. Leur trait d'union marque la solidarité des unités qui les composent. Mais d'autres unités peuvent fonctionner ensemble sans être soudées, comme machine à laver, pour que ou afin de. Encore plus compliqué est le cas de la locution conjonctive bien que. Parfois c'est une conjonction, bien qu'il ne la mérite pas. Parfois non, dans il sait bien que. Le trait d'union qui permettait dans lave-vaisselle de définir un mot composé n'est pas non plus un indice très fiable pour la segmentation. Considérons les formes verbales. L'inversion du sujet avec un pronom utilise aussi un trait d'union, mais là on ne veut pas les considérer comme un seul mot composé. Chaque logiciel qui réalise cet étiquetage automatique résout ces problèmes à sa manière. Tous ne définissent pas les mêmes mots composés, en particulier pour les locutions. Ils n'ont pas tous non plus les mêmes performances pour l'étiquetage. Pour la plupart des mots, plusieurs étiquettes sont possibles. L'exemple célèbre « La petite porte le voile » met en évidence ce que l'on appelle l'ambiguïté catégorielle. Chaque unité correspond à au moins 2 étiquettes et le système doit décider laquelle est appropriée dans ce contexte. Mais comme il n'accède pas au sens, il commet parfois des erreurs. On considère que les outils d'étiquetage automatique attribuent entre 75 et 95% d'étiquettes correctes à cause de cette ambiguïté des formes. D'autres annotations que la catégorie sont envisageables. Grosso modo, les annotations que l'on décide d'ajouter à un corpus seront fonction des recherches auxquelles il est destiné. On peut par exemple annoter les relations syntaxiques au sein des phrases. Cela permet d'analyser, pour un nom ou un verbe donné, les verbes ou les noms avec lesquels il se construit, ou d'extraire d'un corpus les groupes nominaux complexes, formés par un nom et un ou plusieurs compléments de nom. L'analyse syntaxique automatique obtient des performances très contrastées. En général, la reconnaissance des sujets et des objets directs d'un verbe est plutôt réussie. En revanche, il est très compliqué de procéder au rattachement correct des syntagmes prépositionnels. Exemple encore célèbre, je commande un poulet au citron, je commande un poulet au serveur. Dans le premier cas, au citron est à rattacher à poulet. Dans le second, au serveur se rattache au verbe commande. On commande quelque chose à quelqu'un. Mais la recherche progresse en ce domaine et les analyseurs syntaxiques s'améliorent. Jusqu'ici, les annotations concernaient la catégorie ou les relations syntaxiques. On peut vouloir ajouter des annotations sémantiques ou discursives. Imaginons que l'on veuille analyser ce que l'on appelle l'axiologie d'un discours, c'est-à-dire le fait qu'il émette une opinion positive ou négative à l'égard de ce dont il parle. On aura alors besoin d'attacher au mot plein ou à seulement certains une étiquette pour dire s'il porte une connotation positive ou négative. Toutes ces annotations sont en définitive des enrichissements du corpus en vue des recherches projetées. Selon les motivations qui ont guidé la fabrication du corpus, on décidera de lui ajouter telle ou telle annotation que l'on pourra ensuite exploiter avec un logiciel d'exploration textuelle.